Bonsoir. Vous m'entendez bien avec masque? On va commencer, on est déjà un petit peu en retard. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont arriver, parce qu'il nous manque des personnes qui s'étaient inscrites et qui ne sont pas encore arrivées. Voilà, mais on va quand même démarrer la soirée. Alors, je me présente, je suis Dorothée Le Carpentier, je suis la directrice de l'association Les Mots des Familles, et j'ai le plaisir d'introduire cette soirée ce soir, celle que nous organisons. Je voulais vous remercier d'être venus si nombreux, si nombreuses. Je voulais saluer aussi la ville de Saint-Avé et le café des parents, les Parenthèses, avec qui nous sommes en partenariat sur cette manifestation. Et remercier de leur soutien la ville de Vannes, la Maison des associations et la Caisse d'allocation familiale qui nous permet l'organisation de cette soirée. Je profite d'avoir le micro juste 2 minutes pour présenter un petit peu l'association. Les Mots des Familles, créée en 2014 et qui, depuis 2015, est rattachée à une fédération nationale créée par Sophie Marinopoulos, qui est auteure et psychanalyste. Et la fédération s'appelle la PPSP pour Prévention, Promotion, Santé Psychique. Donc sur le territoire du Morbihan, l'association Les Mots des Familles intervient de 2 manières. D'abord auprès des professionnels qui travaillent auprès des familles, en proposant sur site dans leur établissement des temps d'analyse de la pratique, des temps de supervision, des temps de débat autour de thématiques clés repérées par les institutions. Et puis, tout un autre volet d'intervention plus directe sur le terrain auprès des familles. Donc là, on peut intervenir dans les écoles, les collèges, les lycées. On travaille aussi avec l'UDAF 56 pour la mise en place d'ateliers d'expression pour les enfants qui sont confrontés à la séparation de leurs parents. Et aussi, nous coordonnons 3 lieux d'accueil selon le concept des pâtes au beurre. Nous sommes à Vannes, Pleuhermel et Musillac. Et les pâtes au beurre, ce sont des lieux de soutien à la parentalité. Voilà, très brièvement, on pourra échanger après la conférence si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur les actions menées par l'association. Et bien sûr, pour conclure, une dernière action, celle qui nous intéresse et à laquelle vous êtes invités ce soir, c'est la mise en place annuellement d'une conférence sur une thématique avec un intervenant de renom. Et ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir Serge Effez, psychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, venu de Paris pour une conférence à destination du coup un peu transversale pour les parents et les professionnels. Et vous allez vous interroger ce soir sur qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui. Donc je vais vous laisser la parole et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous et qu'on y soit arrivé. J'enlève mon masque parce que je vois qu'on est à la bonne distance là, donc je peux me l'autoriser. Sinon, je vais étouffer et je pourrais pas vous parler pendant 1h30. Oui, cette conférence, elle a été remise, reportée avec cause de Covid, etc. Mais finalement, nous y arrivons ce soir. Écoutez, je suis très content d'être là. Donc, on va parler de famille ce soir. Alors, j'aimerais vous donner quelques pistes, quelques voies, parce que ça, c'est un sujet qui me passionne, sur ce concept même de famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille aujourd'hui ? En quoi on a le sentiment que la famille d'aujourd'hui, c'est plus du tout la famille d'autrefois, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Quels sont les changements ? Quelles sont les natures de ces changements ? Je donnerai aussi quelques exemples, évidemment, de ça, mais j'aimerais qu'on laisse un bon temps de discussion après et que vous vous sentiez libre de poser vraiment toutes les questions qui vous intéressent et qui seront peut-être des questions plus concrètes. Je ne sais pas moi, famille et Covid, famille et crise, famille et tout ce que vous voulez. Et évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Pourquoi la famille me passionne ? Parce que depuis de très nombreuses années maintenant, en dehors d'être psychiatre et psychanalyste, je suis thérapeute familial. Thérapeute familial, c'est un mode d'approche de la souffrance psychique des enfants et des adolescents très particulier, c'est-à-dire que ça consiste à soigner ce jeune dans son cadre familial. Son cadre familial, ça ne veut pas dire seulement avec ses parents, ce qui est assez habituel, disons, dans le champ de la psychiatrie de l'enfant, mais avec sa famille, c'est-à-dire ses frères et sœurs, ses grands-parents, parfois d'autres membres de la famille, si on a le sentiment qu'ils ont une importance pour cet enfant. Et c'est donc avec l'idée
que ce que manifeste cet enfant, sa souffrance, ses symptômes, c'est pas seulement lié à des choses qu'il a à l'intérieur de lui, des conflits qu'il a à l'intérieur de lui, mais c'est lié aussi à quelque chose qui se joue entre lui et son entourage, et que la crise de cet adolescent, par exemple, n'est pas qu'une crise interne, liée à l'émergence de sa sexualité ou de son autonomie ou de tout ce que vous voulez, mais une crise de groupe qui concerne tous les membres de la famille. Et donc, c'est dans ce contexte-là, c'est pas du tout pour dire aux parents à quel point c'est des mauvais parents ou à quel point ils l'ont mal éduqué ou que pour leur donner des bons conseils sur comment on élève les enfants. C'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est dans l'esprit que chacun est impliqué à sa façon, chacun est pris finalement dans un système de liens, dans un système de relations qui commence à échapper à tout le monde et que c'est ce système qui est en crise. Et que si on n'intervient pas sur la crise de ce système, c'est pour ça que ça s'appelle thérapie familiale systémique, ça considère la famille comme un système humain, un système vivant, bien évidemment, eh bien si on n'intervient pas sur ce système, on passe à côté de l'aide qu'on peut apporter à cet enfant et cet adolescent. Donc, première question, une famille, c'est quoi? Alors, si je prenais le temps, mais on ne va pas avoir le temps, c'est la première question que je pose à mes étudiants quand ils viennent se former à la thérapie familiale. Je leur dis, mais vous allez d'abord me dire, c'est quoi une famille? Alors, évidemment, tout le monde rigole en disant, bah, évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'une famille, mais quand on en arrive effectivement à cette définition, ben, on voit que ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est un groupe lié par tel ou tel mode de relation, etc. Mais c'est un peu difficile ça reste un petit peu difficile à définir. En fait, quand je pose cette question à mes étudiants, ben, je vois que surgissent spontanément deux types de réponses à cette question et c'est important de les écouter. Si je lui dis, toi, Pierre, dis-moi, qui est ta famille? Eh bien, il va me dire, par exemple, ah ben mes grands-parents venaient d'Alger, ils étaient pieds noirs, ils ont été expulsés dans les années 60 et ils sont venus en France, ils ont eu leurs 3 enfants et puis ensuite ils se sont séparés et mon père, qui était donc leur enfant, a rencontré ma mère qui, elle, était originaire d'Alsace, qui venait à Paris pour faire ses études. Elle venait d'une famille un petit peu compliquée, dans laquelle il y a eu beaucoup de traumatismes. Et ils se sont rencontrés et je suis né de cette union. Et puis ensuite, ils se sont aussi séparés. Et ma mère s'est remariée avec un tel. Enfin bref, vous entendez dans cette description, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez une description, on pourrait dire, chronologique, temporelle. Vous entendez une histoire. C'est-à-dire, à cette question, qu'est-ce que c'est qu'une famille et qu'est-ce que c'est que ta famille? La réponse, pour rendre cette chose intelligible, c'est de raconter une histoire de famille. Quelque chose qui se déroule dans le temps et qui remonte à travers les générations, celles qu'on connaît, des parents, parfois des grands-parents, parfois encore un petit peu plus loin. Ma famille, depuis le XVIIe siècle, ils étaient dans le Gers, et voilà, il y a un village dans lequel il y a tous les oncles et les tantes depuis X générations, etc., etc. Donc, la définition qui est donnée, c'est celle de l'histoire familiale. Et puis un autre, Juliette, à qui je vais poser cette question, quand je vais dire, mais toi, c'est qui ta famille? Elle va dire, ah ben, actuellement, je vis à Paris, dans tel arrondissement, et chez moi, il y a mon conjoint, le fils que mon conjoint a eu d'une première union, et nous avons un enfant ensemble. Nos 2 enfants s'entendent plutôt bien, ils ont créé un lien de fraternité de très très bonne qualité, et d'ailleurs, mon fils est très attaché aux parents de son demi-frère, qui ne sont donc pas ses grands-parents, mais qui sont les grands-parents dans lesquels il passe ses vacances, etc., etc., etc. Donc, là, vous entendez une autre façon de définir la famille, c'est ce que j'appellerais la famille diachronique, c'est-à-dire la famille dans l'ici et maintenant, le groupe. Définir sa famille, c'est définir un groupe d'appartenance. J'appartiens à ce groupe qui est composé de un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, en excluant certains et en incluant d'autres.
C'est ce que j'appelle les deux définitions de la famille qui définissent en fait la même famille. Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche à définir la famille, on la définit beaucoup, comme vous savez, par sa forme. On va dire c'est une famille recomposée, c'est une famille monoparentale, c'est une famille adoptante, c'est une famille homoparentale, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire on va la définir un peu sociologiquement. Mais pour moi, définir une famille, c'est la définir dans ces deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est le groupe aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. C'est comme un instantané photographique. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette famille, elle change tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut que d'une façon, la famille meurt pour faire vivre la famille, c'est-à-dire c'est un groupe qui se décompose, qui se recompose, dans lequel il y a des décès, des séparations, des départs à l'étranger, enfin bon, ce qui fait que le groupe est mouvant. Et l'autre façon, c'est cette façon verticale, généalogique, de définir la famille, qui là est beaucoup plus fixe, puisque à travers cette histoire, on retrouve qui on est à cet instant du temps. Ça, c'est très important. C'est très important parce que la famille, ça permet de définir ce qui en fait partie et ce qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire, la famille, c'est l'appartenance. Et c'est une appartenance beaucoup plus forte, comme vous le savez, pour chacun d'entre nous, que l'appartenance à, je sais pas, à un parti politique, à une association, à un métier, à un travail. Enfin bon, tout ça, c'est évidemment des appartenances importantes sur le plan identitaire, mais cette appartenance familiale, on a le sentiment que c'est elle qui nous constitue, bien évidemment, et que elle permet de définir un intérieur et un extérieur, c'est-à-dire une fidélité, une loyauté. Les mots qui viennent quand on parle de famille, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un groupe auquel on est loyal. À propos de loyauté, vous savez qu'on parle beaucoup de conflit-loyauté pour les enfants aujourd'hui. Conflit-loyauté, c'est-à-dire à quelle famille j'appartiens. Quelle est ma vraie famille? Ça se voit beaucoup dans les situations de séparation, bien évidemment, dans les situations de recomposition. C'est-à-dire que les enfants et les adolescents, aujourd'hui, posent de plus en plus de questions sur ces questions d'appartenance. Qui fait partie et qui ne fait pas partie de leur famille? Qui est inclus et qui est exclu, pour savoir à quel groupe ils vont être loyaux. Un enfant, un ado va demander voilà, moi mes parents se sont séparés quand j'avais 6 mois. Ensuite j'ai été les week-ends chez mon papa, la semaine chez ma maman, puis la semaine chez ma maman, il y avait mon beau-père qui était là, qui est finalement le premier papa que j'ai connu, parce que c'était lui qui était à la maison et qui me disait de faire mes devoirs et de me laver les dents et qui me grondait quand les choses n'allaient pas. Mais quand j'ai eu 8 ans, eh bien ma mère et lui se sont séparés, très bruyamment, et depuis je n'ai plus de ses nouvelles. Est-ce que cet homme fait partie de ma famille ou pas? Vous voyez que la question est complexe, parce que sur le plan juridique, sur le plan légal, on pourrait dire, cet homme, si on prend la famille dans sa définition juridique, c'est-à-dire les définitions juridiques, vous savez, c'est ce qui permet de définir la filiation et l'alliance, donc ce qui unit les deux parents et puis ce qui unit chacun des parents, ce qui relie chacun des parents avec les enfants, cet homme ne fait pas partie de sa famille. Et pourtant, il est clair que affectivement, émotionnellement, pour cet enfant, cet homme fait très largement partie de sa famille. Vous avez d'autres questions du type, moi je sais que je suis né par procréation médicalement assistée, donc je sais qu'il y a un monsieur très gentil qui a donné ses spermatozoïdes, parce que mon papa n'en avait pas, ou qu'ils étaient cassés, et qui a donné ses spermatozoïdes pour que je vienne au monde. Alors bien sûr, ce monsieur n'est pas mon papa, mais est-ce que je peux considérer qu'il fait partie de ma famille? Je suis quand même relié à ce monsieur par quelque chose, par des gènes. Est-ce que je l'inclus dans ma famille ou pas? Etc., etc., etc. Donc, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est que dans la famille traditionnelle, telle qu'elle a toujours existé, l'axe vertical et l'axe horizontal, c'était un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que ce qui constituait le groupe familial aujourd'hui, la petite PME, parents, enfants, père, mère
enfants, enfants issus biologiquement de l'union de ces deux parents et de ces deux parents mariés, qui permet de retracer un arbre généalogique assez clair à partir de cette filiation. Donc la biologie, l'union et la filiation, tout ça n'est qu'une seule et même chose. Et donc on retrouve un arbre généalogique, et donc ces questions de fidélité, d'appartenance et de loyauté, elles sont beaucoup plus claires. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'axe vertical et l'axe horizontal sont beaucoup plus disjoints, que le rapport de l'un à l'autre est beaucoup plus flou. Vous avez des foyers à l'heure actuelle où il y a 5 noms sur une boîte à lettres, par exemple. Et vous avez, à la suite de recomposition, 4 ou 5 enfants qui vivent dans le même foyer, mais dont aucun n'a la même famille, et qui pourtant sont frères et sœurs. C'est ce paradoxe que les enfants sont de plus en plus amenés à essayer de résoudre. Parce que appartenir, vous voyez bien que la recomposition la plus simple, c'est-à-dire 2 parents qui ont eu chacun de leur côté des enfants et qui recomposent un foyer avec 1 ou 2 autres enfants, par exemple, eh bien, très vite, on arrive à ces situations de demi-frères, faux frères, etc., qui vivent sous le même foyer et qui tissent des liens de fraternité et qui considèrent, bien évidemment, il n'est pas question de leur dire « c'est pas ton frère », parce qu'il n'est pas lié sur le plan génétique à lui et que c'est l'enfant du compagnon de sa mère. C'est donc ces liens horizontaux, ces liens de groupe qui deviennent prépondérants par rapport à cette question de la filiation et cette question de l'appartenance et cette question de la généalogie. On pourrait dire que le groupe l'emporte un petit peu plus aujourd'hui sur la généalogie et sur la filiation, et que c'est pas par hasard s'il y a de plus en plus de recherches généalogiques aujourd'hui, c'est que ça crée souvent une confusion, c'est-à-dire ça crée un peu des questionnements par rapport à savoir d'où je viens, quelles sont mes origines, retrouver une histoire à travers toutes ces transformations beaucoup plus mouvantes et beaucoup plus fréquentes du groupe familial tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc, cette famille que j'appelle la famille horizontale, celle qui vit sous le même foyer pour un enfant, celle dans laquelle il se repère entre un père, un beau-père, une mère, une belle-mère, un donneur de gamètes, des parents qui l'ont donné à l'adoption dans un pays étranger, etc., etc. Donc tout ce qui entoure l'enfant comme personnage, qui ont été nécessaires à sa venue au monde, c'est ce que j'appellerais la famille des relations. C'est-à-dire, ce qui fait qu'un enfant ou un adolescent se situe dans sa famille, c'est qu'il est relié aux autres, c'est qu'il est en relation avec les autres, c'est qu'il est en communication avec les autres. Et que, de quoi est-ce qu'on peut souffrir dans cette famille? Eh bien, c'est des questions de conflits, de bagarres, de place, de rôle qu'on occupe à l'intérieur de la famille. Ça, c'est l'essence de ce travail dont je vous parlais tout à l'heure de thérapie familiale systémique. On a des personnes réelles en face de nous, il y en a 4, 5, 6, 7 dans la pièce, et ce qu'on cherche, c'est pas tellement justement à retrouver l'histoire, même si on va s'y intéresser dans un deuxième temps, c'est s'intéresser au rôle, aux places que chacun occupe à l'intérieur du groupe. Cet adolescent qui exprime une telle souffrance aujourd'hui, peut-être qu'il est un peu le bouc émissaire de ce système relationnel. Peut-être qu'il exprime le fait que la place qu'il a dans sa famille n'est pas une place qui lui convient, n'est pas une place dans laquelle il peut s'épanouir, et que donc il souffre d'être dans cette place-là. Pour expliquer la famille horizontale, la famille groupe, j'emploie souvent une métaphore qui est celle des naufragés. Vous avez un bateau qui fait naufrage, et vous avez 10 ou 12 personnes qui se retrouvent sur une île déserte. Qu'est-ce qui se passe? Ils forment un groupe, bien évidemment. Puis, ils ont d'autant plus à former un groupe, c'est une question de survie, là, sur l'île déserte. Et comment ça s'organise, ce groupe?
C'est un principe très important pour nous, qui est le principe de l'auto-organisation. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un tyran dans le groupe qui prend une carabine qu'il aurait cachée dans son maillot de bain et qui dit aux autres, c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça, c'est moi qui commande, toi tu vas avoir telle place, toi tu vas avoir telle et telle fonction, eh bien le groupe s'auto-organise. Ça veut dire que chacun prend une place et occupe un rôle qui est nécessaire à la survie du groupe. Il n'y a pas besoin de 10 personnes pour faire la cuisine, pour construire le camp, pour aller explorer l'île, pour partir à la pêche, etc. Chacun, un peu selon ses compétences, va prendre une place et donc, petit à petit, va être un peu enfermé dans sa place et dans son rôle à l'intérieur du groupe. Ce n'est pas parce que les autres le lui imposent, c'est parce que l'organisation du groupe en elle-même lui impose cette place. Et à côté des places concrètes par rapport aux tâches qu'on a à accomplir, il y a les tâches plus psychiques, plus émotionnelles. Vous savez, il y a celui, si vous louez une maison de vacances avec des copains, vous connaissez ça, il y a celui qui fait toujours un peu monter la tension, qui crée comme ça des choses émotionnelles un peu plus dures. Il y a celui ou celle qui fait rire, celui qui détend l'atmosphère, celui qui raconte des histoires, celui qui propose des activités, enfin bon. Il y a aussi dans l'interaction des uns avec des autres, sur le plan émotionnel et sur le plan psychique, il y a des places et des rôles qui émergent. Dans une famille, c'est un peu comme ça. Alors, une famille, ce n'est pas tout à fait une famille de naufragés, parce qu'il y a l'histoire et la verticalité, mais quand même, le foyer, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire chacun va occuper une place et un rôle selon la nécessité du groupe. Et quand un groupe est en tension, quand un groupe est en crise, qu'est-ce qui se passe? Vous savez bien, à ce moment-là, bien souvent, on désigne un bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est très pratique dans une dynamique de groupe parce que ça permet d'évacuer les tensions. On évacue la tension sur le bouc émissaire qui devient responsable de tout et qui prend cette place et qui finit par se sentir responsable de tout. Donc on ne communique plus les uns avec les autres, on communique à travers le bouc émissaire. Et ça, c'est l'hypothèse qu'on a quand un adolescent arrive à l'hôpital ou à la consultation. Eh bien, l'hypothèse, c'est que peut-être le groupe en crise le met dans cette place qu'on appelle celle de patient désigné ou de malade désigné, c'est-à-dire qu'il exprime à travers sa place la souffrance du groupe, la crise du groupe. Et encore une fois, ce n'est pas pour accuser les autres, parce qu'on est vraiment dans un processus d'auto-organisation qui échappe à tout le monde. Et qu'il faut se mettre un petit peu au-dessus, comme on se mettrait si on devait analyser ce groupe de naufragés, si on arrive comme ça tout à coup avec un hélicoptère et qu'on se dit on va essayer d'analyser ce qui se passe dans ce groupe, donc on se met un petit peu au-dessus, c'est notre place de thérapeute familial, pour essayer de repérer quelles sont les places et les fonctions qui arrivent à cette expression. La vision verticale de la famille, c'est celle qui nous amène à étudier tout à fait d'autres processus qui sont les processus de transmission. Ce qui se transmet à travers la généalogie, c'est-à-dire à travers l'histoire. Tout le monde parle des secrets de famille, on adore les histoires sur les secrets de famille aujourd'hui. Les secrets de famille, c'est formidable parce qu'on transmet quelque chose qu'on ne sait pas et on ne sait pas non plus comment on le transmet. Et pourtant, ça se transmet. Il y a tout un tas de choses comme ça qui circulent, tout un tas de fantômes qui circulent dans les familles et qui ont à voir avec ce qui se transmet consciemment ou inconsciemment à travers les générations. Et là aussi, l'expression, et ça, c'est, je dirais, ce qui est plus familier aux psychanalystes. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur un divan, puis on raconte une histoire. Mon papa, ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, la grand-mère de ma mère, enfin bon. On raconte toute cette histoire, et le psychanalyste, il entend, et il repère qu'il y a des choses comme ça qui se répètent d'une génération à l'autre, et que le patient, il est enfermé dans un processus de répétition par rapport à ce qui se joue dans sa généalogie. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'univers de la communication et des relations, on est dans ce que j'appellerais l'univers des liens, c'est-à-dire ce qui nous relie. Mais ce qui nous relie, l'univers des liens, c'est pas seulement, c'est évidemment entre des personnes réelles
qui existent, mais c'est aussi avec des personnes qui n'existent pas, mais qui affectent une personne, qui jouent sur ce qu'il est aujourd'hui. On peut tout à fait être lié à un grand-père qu'on n'a jamais connu et qui est mort avant votre naissance, mais où quelque chose vous est indiqué, le plus souvent inconsciemment, que vous avez à être fidèle à la place et au message de ce grand-père. Vous avez à reprendre quelque chose de son histoire, vous avez quelque chose à reprendre de sa place. Et aujourd'hui, il y a des tas de nouveaux liens qui apparaissent pour les ados. Je parlais de la PMA, par exemple. Comment est-ce qu'on est relié? J'essaierai de vous raconter des histoires par rapport à ça. Comment est-ce qu'on est relié à quelqu'un qui a donné ses gamètes, à une femme qui a donné ses ovocytes, à un homme qui a donné ses spermatozoïdes? Comment est-ce qu'on est relié alors que c'est quelqu'un avec qui on n'est pas en relation, c'est quelqu'un qu'on connaîtra jamais, vraisemblablement, et pourtant, il y a quelque chose d'un lien qui existe. Comment ça se transmet, tout ça, toutes ces choses-là? Donc, l'univers des liens, à qui est-ce qu'on est relié à travers une histoire, qui est une histoire singulière pour chacun. Autrement dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, me définir et définir ma famille, c'est remonter cette histoire, jusqu'où on peut la remonter, et retrouver sa singularité à travers cette histoire, c'est-à-dire, ça donne un sens. Et le sens de qui on est sur cette terre, pourquoi on est là, et quels sont, voilà, comment est-ce qu'on va se dépatouiller à partir de cette histoire et de ses origines. Et ce deuxième aspect, qui est avec qui on est en relation aujourd'hui, quelle place on a dans le groupe, etc. Comment est-ce qu'on est reliés les uns aux autres. C'est ce double travail que je fais au quotidien avec les familles. C'est-à-dire, chacun est à l'intersection de ces deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe vertical de la transmission, l'axe horizontal des relations. Et là, on voit la famille, c'est-à-dire, on voit la famille dans toute sa complexité, dans tout ce à quoi elle sert, dans toute sa richesse, et dans tout ce qu'elle peut apporter à un enfant. Je disais, puisque comme je suis en train, pour une fois, j'ai eu le temps de lire le journal, il y avait une romancière qui s'appelle Anne Berest et qui racontait l'histoire de son livre, qui doit être sûrement un très beau livre, et c'est parti d'une carte postale qu'elle a trouvée dans les affaires de sa mère, et une carte postale sur laquelle étaient écrits 4 prénoms. Et ces prénoms, elle savait, il y en avait un qui était le prénom d'un oncle et d'une tante qu'elle avait eu, et le prénom d'une grand-mère. Et à partir de ça, eh bien, elle fait tout un travail pour essayer de reconstituer cette histoire de cette partie de la famille qui avait été déportée pendant la guerre, qui avait péri en camp de concentration, à Auschwitz. Et donc, elle retrouve, et bon, je n'ai pas encore lu le livre, mais l'article le décrit vraiment comme une espèce d'enquête policière, c'est-à-dire qu'elle remonte tous les fils de son histoire familiale, toute la trame de son histoire familiale, pour se retrouver elle-même, parce qu'elle découvre par exemple une chose extrêmement étonnante, c'est que les prénoms qu'elle ne connaissait pas de cette grande-tante, de ces 2 grandes-tantes qui ont été déportées à Auschwitz, eh bien c'est le deuxième prénom de sa sœur et elle, qui lui ont été donnés. Donc vous voyez, comment est-ce qu'on est relié à son histoire par des signes comme ça, de qui on porte le prénom, de qui on porte le deuxième prénom. Souvent, le deuxième prénom, c'est le prénom d'un grand-parent, hein. Et donc, comment est-ce qu'on se relie à lui, à elle? Comment est-ce qu'on se relie à cette histoire? C'est ce qu'on pourrait appeler comment on pourrait dire, le destin, d'une certaine façon. Vous savez, c'était ce qui passionnait les Grecs, hein, ce qui a passionné aussi les psychanalystes, c'est-à-dire Oedipe, il est au centre de la psychanalyse. Pourquoi? Parce qu'il a beau essayer de se dépatouiller et de se défaire de ce destin qu'on lui donne à la naissance, tu coucheras avec ta mère et tu tueras ton père, il fait tout ce qu'il peut, comme un beau diable, pour échapper à ça, mais il n'y échappe pas. Quoi qu'il fasse, il est pris dans les rênes de sa destinée. Alors moi, je n'ai pas du tout une vision aussi tragique du destin, je pense que c'est quelque chose qui se travaille tout au long de la vie, mais dont on ne peut pas nier l'existence, au sens où c'est justement quelque chose
dans lequel on peut se trouver enfermé et qui reste à travailler et à retravailler sans cesse. Donc, qu'est-ce qui a tellement changé on va faire un petit retour historique quand même. Qu'est-ce qui a tellement changé dans cette famille d'aujourd'hui au point où, souvent, quand on pose la question qu'est-ce que c'est qu'une famille ou c'est qui ta famille, eh bien, on a de la peine à y répondre. Alors, ce qui a surtout changé dans la famille, ça va peut-être vous surprendre, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce qui définissait la famille, c'était le mariage, tout simplement. Ce qui définissait la famille dans nos sociétés, et ce qui continue de la définir dans les sociétés traditionnelles aujourd'hui, c'est pas les enfants, c'est pas la parenté, c'est pas la parentalité, comme on y est de plus en plus habitué aujourd'hui. On va définir la famille par la question de la parenté, de la parentalité et de la filiation. Mais non, ce qui définissait la famille, c'était le mariage, et le mariage indéfectible. C'est-à-dire, c'était le mariage qui a dans toutes les sociétés, depuis la nuit des temps, une fonction sociale extrêmement importante, qui est d'unir deux familles, sur le plan social, sur le plan économique, bien évidemment, et à partir de cette union, de perpétrer la société et les valeurs de la société dans lesquelles on vit, dans lesquelles on s'établit. Le mariage, c'était une chose extrêmement importante, puisque, comme vous savez, les enfants nés hors mariage, c'était des enfants bâtards, qu'ils étaient tout juste destinés à vivre dans les limbes de la société sans aucune appartenance, et qu'une femme qui aurait eu un enfant sans être mariée était encore vouée encore plus à un destin funeste, puisque, évidemment, c'était une fille mère et qu'elle n'avait aucune reconnaissance sociale et qu'elle n'avait aucune possibilité d'avoir une vie sociale. Donc, le mariage était ce qui vous donnait une identité. On ne pouvait pas, dans nos sociétés, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas y exister sans être marié, à moins d'être prêtre ou bonne sœur ou d'avoir de sérieuses raisons pour ne pas être marié, mais il n'y avait pas de célibat. Enfin, la seule façon pour les femmes comme pour les hommes d'avoir une existence sociale était de se marier et de fonder une famille. Donc c'était ça le socle de la vie en société. Et le mariage, il avait une fonction importante parce qu'à la fois sur le plan religieux et sur le plan social, il permettait un système de reproduction des valeurs, des normes de la société, et que la famille était là pour transmettre ces valeurs et ces normes aux enfants. Notamment des valeurs et des normes extrêmement importantes qui sont, on pourrait dire aujourd'hui, la valence différentielle des sexes, ou disons les normes de genre, voilà. C'est-à-dire que le mariage, il ne définit pas seulement une entité sociale, il définit aussi un système de rôles et de places entre les hommes et les femmes, entre les pères et les mères, un système de compétences, un système de savoir-faire, un système de domination, on pourrait dire, entre les hommes et les femmes dans la société. Et que dans sa cellule même, il reproduit ses valeurs, c'est-à-dire que le père de famille, l'autorité paternelle, occupe une certaine place avec les compétences qui sont liées aux pères et aux hommes dans la société, et les compétences maternelles, qui sont les compétences du soin, vous connaissez ça par cœur, de la maison, du soin aux enfants, du care, etc. Eh bien, tout ça relève de l'univers féminin. Autrement dit, il y a une étanchéité entre les univers masculins et les univers féminins, les compétences masculines, les compétences féminines, et les compétences paternelles et les compétences maternelles. Tout ça s'agence dans cette complémentarité absolument merveilleuse du couple marié, indéfectible. C'est comme deux moitiés d'orange, quoi. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas séparer parce que chacun séparément, on ne sait pas faire famille. On ne sait pas s'occuper d'enfants, etc. On ne sait pas apporter le pain quotidien dans la famille. Donc tout ça est très fortement défini, et surtout, à travers le mariage, est défini le pater familias, l'autorité paternelle. Vous savez, quand il y a eu la Révolution française et qu'on a coupé la tête au roi, bien, quelques années après, Balzac a dit quand on a coupé la tête au roi, on a coupé la tête à tous les pères du royaume.
ce qui était une très jolie formule et très juste, parce que qu'est-ce que c'était que le pater familias dans cette famille traditionnelle et qui continue dans les sociétés traditionnelles, hein. C'est le même pater familias que celui qui était le nôtre avant la Révolution, disons. Eh bien, le pater familias, c'est un représentant du roi qui est lui-même un représentant de Dieu. C'est-à-dire que l'autorité paternelle, ce n'est pas des caractéristiques psychologiques des pères et des hommes. C'est une étincelle divine transcendante qui retombe sur la tête des pères du royaume à travers le roi de France. Et c'est comme ça dans toutes les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire, c'est à la fois du religieux et du social, et que le père de famille, eh bien, il est illuminé par cette place et ce rôle et cette fonction. Donc ce n'est pas un savoir-faire, c'est juste une place. Une place qui est donnée dans la famille par le mariage, par cette place de père. La première chose, quand on a coupé la tête au roi et qu'il y a eu la Révolution et qu'on a écrit sur le fronton de la République liberté, égalité, fraternité, ben à ce moment-là, une des premières lois qu'a voté le tribunal révolutionnaire, c'est l'autorisation du divorce. Intéressant. Il y a des milliers de couples qui se sont faufilés dans cette histoire, formidable, qui a retrouvé cette liberté. Ça a duré 2 ou 3 ans. Ensuite, la loi a été retirée parce que c'était un vrai trouble à l'ordre public, cette histoire. Ça modifiait tout, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que si on touche au mariage, on touche à tout l'édifice de la société et la façon dont la société tient autour des lois et des règles du mariage. Eh bien, 1789, 1804, le Code Napoléon, qu'est-ce qu'il nous dit, le Code Napoléon? Que la famille est sous l'égide de la puissance paternelle, c'est-à-dire il rétablit la place du pater familias. La puissance paternelle, c'est pas rien quand même comme terme. La puissance paternelle, ça veut dire que les mères et les femmes sont des mineurs par rapport à leur époux, leur mari et leur père. C'est une répartition très claire de la société. Et qu'il faudra attendre 1970, c'est quand même pas si loin, 1970. Hein. Il faudra attendre 1970 pour qu'on passe de la puissance paternelle à l'autorité parentale conjointe dans la famille. Les mots ont du sens, hein, quand même. C'est-à-dire pour que justement cet agencement très asymétrique entre les pères et les mères dans la famille soit reconnu de par la loi comme n'étant plus cette asymétrie, mais comme étant une autorité conjointe et partagée, c'est-à-dire une égalité décisionnelle par rapport à la famille et par rapport aux enfants. Alors la loi, elle n'a pas créé les modifications de la famille, elle les accompagne plutôt, et puis elle s'est adaptée à la façon dont la famille s'est transformée. Mais la famille s'est transformée comment ? Eh bien, sous la puissance de l'autonomie progressive des femmes, bien évidemment, sous les mouvements émancipateurs des femmes qui ont commencé à se rebeller contre cette tutelle conjugale et paternelle, et que petit à petit, bien évidemment, elles ont gagné en autonomie et en liberté, et que, du coup, la famille, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose, c'est-à-dire c'est devenu un choix libre de deux personnes qui décident à un moment de fonder une famille. Et le mariage perd toute sa place. C'est-à-dire toutes les lois qui vont être votées à partir de 1970, c'est pour affaiblir le mariage. C'est-à-dire c'est pour non seulement autoriser le divorce, mais faciliter de plus en plus le divorce. La loi d'égalité entre les enfants, c'est-à-dire les enfants nés dans le cadre du mariage et hors cadre du mariage, ils ont exactement les mêmes droits. Il n'y a plus d'enfants bâtards, il n'y a plus de filles mères, il n'y a plus toutes ces choses-là, qui étaient encore là jusqu'à il n'y a pas si longtemps, avant 1970. Donc toutes ces choses-là n'existent plus. Et donc, ce qui va faire famille, c'est plus une histoire de mariage. C'est une histoire de parenté. C'est une histoire de filiation. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui, de plus en plus, va se trouver au centre de la famille pour définir autour de lui une famille.
Alors, tant que c'est un enfant issu biologiquement d'un homme et d'une femme, on n'est pas très loin de la famille traditionnelle. Après, le couple, il se débrouille comme il peut sur la question des tâches ménagères et de savoir qui commande à la maison. Mais plus on s'éloigne de ça, c'est-à-dire plus il y a des recompositions, des parentés additionnels, etc., et d'autres personnes qui interviennent dans la famille, plus la place de l'enfant devient prépondérante pour définir ce qu'est la famille. Comme je vous disais, le foyer où vous avez 5 enfants qui sont à la fois frères et sœurs, mais qui n'ont pas les mêmes parents et les mêmes grands-parents, c'est autour de l'enfant que la famille va se structurer, va se définir. Comment dire, cette égalité entre les pères et les mères et les hommes et les femmes, elle est fondamentale dans comment dire, la façon dont la société aujourd'hui s'interroge, et ça ne vous a pas échappé, de plus en plus autour de ce qu'on appelle les questions de genre. Hein, les questions féministes, les questions de genre, etc. Sans aller, moi je ne vous parle pas là de transidentité ou de choses comme ça qui sont un peu l'écume de la vague à l'heure actuelle, mais vraiment de la façon dont les hommes et les femmes et les pères et les mères se positionnent les uns par rapport aux autres à l'intérieur d'une famille. C'est-à-dire que cette disjonction du mariage, elle amène de plus en plus au fait que ce qu'était la parenté, c'est-à-dire la parenté, c'était le fait qu'un enfant était relié, de par sa filiation, à un père et à une mère, à un homme et à une femme, avec chacun des compétences qui lui sont afférentes et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et qui sont très naturalisées par la culture. Ce que c'est faire une mère, ce que c'est faire un père, ce qu'attend une mère d'un père, ce qu'attend un père d'une mère, etc. Tout ça devient de plus en plus confus. Tout ça devient un terrain d'expérimentation au quotidien, un terrain de recherche, on pourrait dire, dans les couples, dans les familles. Parce que chaque parent devient de plus en plus autonome par rapport à ses enfants, c'est-à-dire autonome par rapport à ses compétences. Ce qui apparaissait évident autrefois comme étant des compétences paternelles ou maternelles devient de moins en moins évident. C'est-à-dire que c'est la parentalité qui remplace la parenté. La parentalité, c'est l'exercice des fonctions parentales vis-à-vis d'un enfant. Et ce terme devient de plus en plus neutre. C'est-à-dire que les compétences d'un père et les compétences d'une mère deviennent de plus en plus superposables, surtout s'il y a séparation. Si un père se retrouve seul avec ses enfants le week-end et une mère la semaine, il va bien falloir que chacun accomplisse vis-à-vis de l'enfant tout un tas de tâches parentales diversifiées qui sortent de plus en plus des codes de genre. Dans les couples aujourd'hui, moi je suis aussi thérapeute conjugal, donc je vois beaucoup de couples en crise qui passent dans mon cabinet, eh bien ça occupe une place énorme dans les discussions de savoir qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre, quelles sont les tâches de l'un, les tâches de l'autre, la répartition, l'égalité, est-ce qu'une heure de bricolage ça vaut une heure de ménage, est-ce qu'aller chercher les enfants à la crèche ça vaut le fait d'offrir un bouquet de fleurs le dimanche, etc. etc. C'est-à-dire il y a comme ça un chantier permanent autour de cette question de l'égalité dans les couples. Que moi je trouve très réjouissant, hein, parce que je trouve ça absolument formidable de remettre en chantier comme ça, en permanence, les idées préconçues que l'un et l'autre peuvent avoir, les attentes conscientes et inconscientes que l'un et l'autre peuvent avoir l'un vis-à-vis de l'autre, mais c'est un peu fatigant parfois. Voilà, il y a beaucoup de couples qui s'épuisent dans cette quête. Dans cette quête de l'égalité, dans cette quête des rôles et des tâches vis-à-vis des enfants. L'autre disjonction, donc ça serait un petit peu ce que j'appellerais
la disjonction sexuée, la disjonction de genre, hein, qui occupe une place importante dans les familles. Et l'autre disjonction, bien évidemment, c'est entre les questions de sexualité et les questions de filiation. Là aussi, il y a de plus en plus le fait que le terrain de la sexualité et le terrain de l'engendrement et le terrain de la filiation sont des domaines qui autrefois étaient complètement superposés l'un à l'autre. Autrement dit, la filiation s'établissait à travers le fait qu'un enfant naissait d'un couple marié à travers un rapport sexuel qui faisait qu'il venait au monde et que c'était ce qui permettait d'établir une filiation. Vous savez que dans la famille traditionnelle, la mère est celle qui accouche et le père est celui qui est le mari de la mère. On ne va pas voir, on ne va pas vérifier d'un petit peu plus près quelle est la réalité de cette histoire. Or, aujourd'hui, on est de plus en plus dans des situations, du fait de la disjonction entre engendrement, entre sexualité, engendrement et filiation, on est de plus en plus dans des questions de disjonction entre ces niveaux-là. Et donc, ça fait intervenir tout un tas d'autres personnages, encore une fois, un donneur de spermatozoïdes, une donneuse d'ovocytes, un couple donneur d'embryons, une gestatrice pour autrui dans les pays où c'est autorisé, etc., etc. Et que l'augmentation de l'adoption et surtout de l'adoption internationale a fait aussi surgir tout un tas d'autres histoires familiales autour de ces questions d'adoption, c'est-à-dire comment on intègre pour un enfant, pour un adolescent, comment on intègre tous ces protagonistes pour justement se raconter son histoire, voilà, pour y comprendre quelque chose par rapport à ses origines. Alors je vais vous raconter des histoires peut-être pour éclairer tous ces éléments-là, que je vous ai dit comme ça de façon un peu condensée. Histoire de PMA, par exemple. J'ai un monsieur qui vient à mon cabinet. On n'est pas dans un cadre de thérapie familiale, on est dans un cadre de thérapie personnelle. Il vient pour réfléchir à lui-même, parce qu'il a des moments un peu de flottement, des moments un peu de dépression sans doute. Et il me dit, pendant ce premier entretien, il me dit « Ah, mais vous savez, j'ai un petit garçon qui a 8 ans, on s'est séparé avec sa maman, je l'ai en résidence, en garde alternée chez moi, et ce petit garçon, c'est la lumière de ma vie, c'est ma joie de vivre, c'est le centre de mon existence. Vraiment, si je n'avais pas cet enfant, je pense que j'irais très très mal aujourd'hui, mais je sais que pour lui, je dois assurer, etc. » Et puis, il dit en fin d'entretien, comme ça, il glisse comme ça, il dit « Ah, mais vous savez, j'étais totalement stérile, et donc cet enfant est né grâce à un don de sperme, de spermatozoïdes. Mais bien évidemment, pour moi, ça n'a aucune importance, je suis le père de cet enfant, je n'y pense jamais, et d'ailleurs, j'ai décidé de pas le lui dire, pour qu'il n'ait pas de confusion par rapport à ses origines. » Moi, je dis rien, je me la boucle, puis j'attends. Et au bout de 6 mois, ce même père me dit un jour, mais vous savez, depuis que je réfléchis avec vous, je me suis rendu compte d'une chose. Et il a cette phrase, il dit, chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme dont il est issu biologiquement. Alors vous voyez qu'entre le « je n'y pense jamais » et « j'y pense chaque fois que je le regarde », il y a quand même un gouffre. Hein. Et c'est le gouffre de l'inconscient, justement. C'est le gouffre des choses auxquelles on pense sans savoir qu'on y pense. Puis à un moment, il y a quelque chose qui permet de mettre le doigt dessus. Et à ce moment-là, on sait qu'on y pense. On prend conscience qu'on y pense. Et moi, je me suis imaginé la scène de cet homme qui a 4 pattes avec son fils chéri et qui joue au train électrique, etc. Et ils sont très contents d'être l'un avec l'autre. Et tout à coup, cet homme pense à ce donneur. Et il pense à ce donneur, donc c'est un peu comme s'il le voyait traverser la pièce, vous savez, je visualisais son regard comme ça, qui tout à coup devenait un peu flou, qui regardait ailleurs. Et j'ai imaginé son fils
qui regarde son père et qui dit « Mais qu'est-ce qu'il a, papa? Pourquoi il me regarde plus? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'a déçu ou quelque chose comme ça ?» Et vous voyez, quelque chose se met en place entre eux, qui est la présence d'un fantôme, dans la pièce. Et ben, le travail des secrets de famille, ou la place des secrets de famille, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se transmet entre deux ou plusieurs protagonistes, dont on ne sait pas ce que c'est, dont on ne mesure pas la portée, et qui crée dans le lien quelque chose qui se désaccorde. Le père et le fils sont accordés, ils jouent ensemble, un fantôme surgit entre eux, et ça se désaccorde entre le père et le fils. Et bien les secrets de famille, ils ont exactement ce rôle-là. C'est-à-dire, pour moi, une famille, c'est un peu comme un orchestre avec des instruments, vous savez, alors un violon, un piano, une clarinette, c'est pas les mêmes instruments. Mais on sait quand ça s'accorde, et on sait quand ça se désaccorde. Ça s'entend. Ben, une famille, c'est pareil. Vous avez des instruments différents qui ne jouent pas la même chose, mais en même temps, quand ça s'accorde, ça s'entend, et quand ça se désaccorde, ça s'entend aussi. Et que moi, je suis très attentif à ça. Parfois, j'écoute pas exactement ce que me disent les gens, ça m'intéresse pas, mais j'écoute la musique, et je me dis, non, là, il y a quelque chose qui n'est pas accordé. Et qui n'est pas accordé émotionnellement entre ce père et cette fille. Il y a quelque chose qui est désaccordé, et j'essaye de comprendre, non pas pourquoi c'est désaccordé, mais comment les réaccorder, justement, comment les réajuster l'un avec l'autre. Donc, ces histoires de procréation médicalement assistée, ces histoires de dons, qui pourraient être des histoires assez simples finalement, eh ben, ça introduit des choses comme ça. Ça introduit des fausses notes, des discordances, des dissonances. Et c'est pour ça qu'il y a tout un mouvement de réflexion à l'heure actuelle et des modifications de la loi autour des questions d'anonymat, par exemple, autour des questions de secret, autour de ce qui convient à dire ou pas aux enfants. Quand on a créé les sécos il y a une trentaine d'années maintenant, eh bien, on a créé les sécos un peu sur le modèle du don d'organes, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, on va pas faire toute une histoire parce qu'on donne une petite cellule à quelqu'un. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, ni vu ni connu, on n'en parle pas. On disait aux pères, aux parents, surtout, vous ne dites jamais à votre enfant qu'il est né d'un don. C'était le même système, ni vu ni connu. Vous savez, quand les pères étaient stériles, avant l'invention de la PMA, bah, il y avait un monsieur qui se cachait derrière le rideau et qui, avec l'accord des deux parents, ni vu ni connu, qui permettait à ce que ce couple marié ait des enfants. C'était un système qui existait, qui était très, très, très connu à ce moment-là. Donc là, on a reproduit ce système de ni vu ni connu. Hop, on donne la petite cellule et ce père, c'est le père, cette mère, c'est la mère. Oui, ce père, c'est le père et cette mère, c'est la mère. Je ne suis pas en train de vous dire le contraire, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a autre chose et que cet autre personnage, c'est une personne humaine avec une histoire, une généalogie, une génétique, qui a des intentions, qui a fait un don, etc. Et que redonner une place à cette personne, c'est pas aller choisir le vrai père de l'enfant ou un deuxième père pour l'enfant, c'est pas ça qu'il cherche, c'est juste lui permettre de reconstituer le puzzle de son histoire, de ses origines, et que c'est un peu plus complexe, mais les choses complexes, quand elles sont énoncées et quand elles sont dites, deviennent beaucoup moins complexes que lorsqu'elles ne sont pas énoncées et lorsqu'elles sont tenues secrètes. Donc ce père, après cette séance, eh ben, il court dans une librairie et il achète un livre. Puis, il y a beaucoup de petits livres d'enfants, c'est très pratique aujourd'hui. Il y en a peut-être un dans les livres que vous avez. Il trouve un livre où on raconte l'histoire d'un papa qui avait des petites graines qui étaient cassées, et qu'un autre monsieur très gentil a donné sa petite graine. Et il raconte cette histoire à son enfant en lui montrant que peut-être on n'est pas assez de deux pour faire un aussi beau résultat que cet enfant l'est aujourd'hui. Si vous voulez, morale de l'histoire, c'est que pour qu'un enfant
puisse se raconter son histoire et puisse s'intégrer dans un groupe familial, il faut augmenter la complexité plutôt que essayer de la réduire. C'est-à-dire, c'est montrer toute la complexité de l'histoire et des origines. Tu as un père et un beau-père, oui, c'est pas la même chose, ils n'ont pas la même place vis-à-vis de toi, mais ils doivent, l'un et l'autre, trouver une complémentarité vis-à-vis de toi pour que tu ne sois pas pris toute ton enfance dans un conflit de loyauté, de savoir lequel est ton vrai père, lequel le faux, lequel tu préfères, lequel t'aimes pas, auquel tu dois obéir, contre lequel tu dois te rebeller, etc. C'est-à-dire, et moi j'ai souvent plein de monde dans ma salle de thérapie familiale parce que j'essaye de réunir tous ces gens. Alors parfois c'est pas possible, hein, parfois il y a des conflits horribles et ils vont tous s'entretuer s'ils sont ensemble dans la même pièce. Mais bien souvent, quand on travaille, et qu'on travaille dans ce sens, on arrive à faire comprendre que pour qu'un enfant sorte d'un conflit de loyauté, il faut que le groupe parental puisse accorder ses violons, voilà, comme un orchestre, et puisse s'accorder aussi avec ses histoires de dons. Autre histoire, une histoire d'adoption. J'en ai beaucoup des histoires d'adoption à ma consultation en thérapie familiale. Donc c'est une famille avec quand je les rencontre, avec deux garçons, un qui a 16 ans et un qui a 13 ans. Appelons-les Pierre et Paul. Bon, Pierre c'est l'aîné. Et donc l'histoire de ces deux garçons, c'est que ces deux garçons qui ont été adoptés, Pierre l'aîné en Argentine, dans une pouponnière, et Paul le deuxième au Chili, donc tous les deux en Amérique du Sud. Alors l'histoire de ces parents, elle est assez particulière parce que c'est pas un couple stérile en fait. C'est un couple qui, pour des raisons de conviction, politique, humanitaire, tout ce que vous voulez, s'était dit, et c'était un peu leur règle de base quand ils se sont rencontrés, leur serment de base, qu'ils n'allaient pas faire d'enfants parce qu'il y avait suffisamment d'enfants qui souffraient de par le monde d'avoir été abandonnés, et que donc ils allaient adopter des enfants. Et d'ailleurs, c'était à tel point que lui, le papa, s'était fait ligaturer les conduits pour être sûr qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant. Et donc, ils font ce qu'ils ont dit. Ils vont adopter ce premier enfant en Argentine, et puis 3 ans après, le deuxième enfant. Et tout va bien. Jusqu'à l'adolescence, c'est des enfants merveilleux. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils adorent leurs parents, ils sont bons élèves. Enfin bon, c'est une famille très, très heureuse, très, très joyeuse. Et au moment de l'adolescence, ça se gâte, comme souvent. C'est-à-dire que Pierre, de l'enfant merveilleux qu'il était, devient un espèce de monstre qui casse tout autour de lui, qui est violent, qui traîne avec les pires garçons de sa classe, qui est insolent, qui refuse de travailler, qui insulte ses parents, qui casse tout à la maison. Et quand je dis qui casse, vous savez, les enfants adoptés, souvent ils cassent chez eux. Ça m'a beaucoup frappé. Ils cassent les portes, ils cassent les meubles. Enfin, il y a quelque chose vraiment de très violent qui se réveille en eux, au moment de l'adolescence. Donc les parents, évidemment, ils en peuvent plus, ils sont épuisés, ils font tout ce qu'ils peuvent pour ça. Et c'est là que commence la thérapie familiale. Alors, il est clair que même s'il ne veut pas en parler, et même s'il ne veut pas en parler dans ces termes, que Pierre, il est au moment de l'adolescence, il est pris entre deux histoires, entre deux origines. En plus, Pierre, il est... le deuxième, Paul, par empreinte, il ressemble beaucoup à sa mère. Enfin, oui, à sa mère, à sa maman, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux où il lui ressemble même de façon étrange, c'est-à-dire que quand on le voit, on ne se pose aucune question.
par rapport au fait qu'il est l'enfant de ce couple. Mais Pierre, c'est un espèce de, je sais pas, d'Indien d'Amazonie. Il mesure 2 mètres de plus que ses parents. Il est large comme ça, avec des grands cheveux noirs comme ça. Il est magnifique. Et les 2 parents sont plutôt un peu petits, un peu fluets, un peu blancs, un peu comme ça. Donc, évidemment, tout le monde qui voit Pierre, ses copains de classe, dit non mais toi, tu viens d'où? C'est qui tes parents? C'est qui tes vrais parents? Enfin bon, vous imaginez l'histoire. Donc tout ça majore encore plus son désarroi de savoir qui il est, et c'est qui ses vrais parents, et c'est qui sa vraie famille. Et au moment où on a commencé cette thérapie, il se trouve que la classe propose à Pierre un voyage de classe à Auschwitz. On a déjà parlé d'Auschwitz tout à l'heure, c'est pas une obsession, mais bon, c'est en tout cas ce qui lui est proposé. Il n'a pas très envie d'y aller, puis ses copains y vont, donc voilà, il y va, et il se retrouve là-bas, et il se balade, il regarde en l'air, comme ça, et puis tout à coup son regard se fixe, parce que si vous avez été à Auschwitz, vous avez entendu parler, il y a une espèce de monument à l'intérieur d'Auschwitz qui est fait avec des valises qui sont empilées les unes sur les autres, et sur chaque valise, il y a une étiquette qui porte le nom de famille d'une famille qui a été déportée. Et en regardant, Pierre voit son nom écrit sur une valise. Et ça le pétrifie. Parce qu'il a un nom qui n'est pas un nom très courant, c'est un nom assez peu usité, enfin que personne d'autre, on n'a jamais connu personne d'autre que son père et lui portaient ce nom-là. Et donc il est sidéré par ça. Et puis il revient chez lui, et là il commence à interroger son père sur l'histoire. Alors c'était pas un secret de famille, c'est-à-dire qu'il avait entendu que sa famille paternelle avait été déporté, que le père de son père avait perdu toute sa famille, ses parents, ses frères et ses sœurs, et qu'il était le seul rescapé de cette histoire. Mais il l'avait entendu à un moment d'une oreille comme ça, puis ça n'avait jamais été redit, donc il l'avait oublié, ou refoulé, comme vous voulez. Et donc ça lui revenait comme ça dans la figure. Et là, il interroge son père. Mais raconte-moi cette histoire, et c'était qui, et où ils étaient, et d'où ils venaient, et là, et ton père, et comment il était avec toi. Et là, il perçoit un peu mieux que son père, il a eu une enfance extrêmement triste avec ce père qui avait perdu toute sa famille et qui était le seul rescapé de la déportation, que c'était un père assez maltraitant, c'était un père pas aimant, comme souvent malheureusement dans ces histoires-là, où c'est difficile de s'en remettre émotionnellement, et que donc c'était une enfance plutôt noire et plutôt triste qu'il a eue avec ce père-là, et qu'il n'avait pas très envie de raconter cette histoire et de transmettre cette histoire à son fils, et que même peut-être, même s'il ne se l'est jamais dit comme ça, le fait qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant à lui, au sens biologique du terme, ça avait peut-être à voir avec ça, c'est-à-dire aller chercher ailleurs un enfant qui aurait une autre généalogie et une autre histoire. Et donc la famille se retrouve et raconte cette histoire, ce que le père en sait et ce qu'il peut transmettre. Et donc Pierre décide d'aller en Amérique du Sud et de retourner en Argentine sur le lieu de sa naissance. Et les parents avaient bien pris soin d'avoir tout ce qu'il fallait sur l'orphelinat, sur la famille qu'il avait donnée à l'adoption, sur leur nom, en se disant que plus tard, ils étaient tout à fait pour le fait que leur fils puisse renouer avec ces origines-là. Donc il a 16 ans, il part tout seul en Amérique du Sud, il ne parle pas un mot d'espagnol, mais il se débrouille merveilleusement, il retrouve l'orphelinat, il retrouve les gens, il retrouve sa famille biologique. Le papa biologique, la maman biologique, les frères et sœurs, toute une famille, une énorme famille qui était là-bas, et une famille très marquée par la pauvreté, par l'alcoolisme, par l'exclusion, mais voilà, une famille qui est là. Et il passe 15 jours là, et puis il revient à Paris, et il dit « C'est fini, je les ai vus, je sais où ils sont, je n'y retournerai plus. » Et il reprend sa vie, et il reprend le cours de sa vie, voilà, de bonne
je dirais, sous un autre jour et de bonne aloi. Cette histoire que je vous raconte, c'était il y a 15 ans maintenant. Moi, je suis toujours resté en contact avec Pierre. Euh, il vient me voir comme ça, il me donne de ses nouvelles. Là, il vient d'avoir un bébé. Et puis, à un moment, je faisais des émissions à la radio, à France Culture, sur les questions de famille, et notamment sur les questions d'adoption. Je lui ai proposé de venir pour témoigner, pour raconter son histoire, parce que je trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que ça montre justement que, comment dire, que l'histoire, que les origines, justement, contrairement à Oedipe et contrairement au destin, c'est pas quelque chose qui est fixé en arrière. C'est-à-dire que les origines, c'est quelque chose qu'on remet en chantier tout le temps et qu'on se raconte tout le temps et qu'on peut remodeler et recréer et réécrire tout au long de son histoire. C'est un vrai parcours qu'a fait Pierre entre les origines de son père, qui est son père, c'est-à-dire le fait qu'il est relié à Auschwitz et qu'il est relié à cette valise, même si ce n'est pas des liens génétiques et des liens biologiques, il est relié émotionnellement à cette histoire, et qu'il est aussi relié, d'une certaine façon, à cette famille un peu baroque, disons, qu'il a rencontré en Amérique. Et que pour savoir qui il a besoin de pouvoir se raconter toute cette... et d'associer tous ces éléments du puzzle autour de lui. Il a besoin de les... oui, c'est comme un puzzle, voilà, dont on a des pièces qui sont un peu éparses, et donc on a besoin de remettre un peu en relation les uns avec les autres. Donc peut-être pour terminer d'ailleurs, et puis pour vous laisser j'espère, la place à une discussion, pour en revenir pour moi, ce qu'est une famille, quelle que soit sa forme, qu'elle soit monoparentale, qu'elle soit homoparentale, qu'elle soit recomposée, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit adoptante, tout ce que vous voulez, une famille, c'est un groupe qui accomplit un travail, voilà, qui accomplit un travail sur les origines en permanence, c'est-à-dire qui permet à chaque enfant qui en fait partie de se raconter son histoire. C'est-à-dire que le groupe s'accorde, au sens orchestral du terme, pour trouver quelque chose de juste qui soit transmis à l'enfant par rapport à son histoire et par rapport aux relations qui relient les différents protagonistes du groupe. Voilà, puis j'espère qu'on va discuter. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y a eu un petit peu. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que ça nous parle, je pense bien à l'équipe des Pâtes au beurre, où quotidiennement, plusieurs fois par semaine, on écoute ces récits familiaux dans nos cuisines. Ces parents et ces mamans qui viennent nous raconter justement un petit peu la singularité de leurs histoires. Et c'est vrai que nous, en équipe, on échange beaucoup, pas tant sur la notion d'accordage, mais on est vigilant à ce qui dissonne. Et c'est un petit peu la même chose, finalement. Le décalé entre un récit, des faits, et puis des émotions qui viennent nommer, effectivement, comme vous le dites si bien, tous ces petits fantômes, ces non-dits, qui sont des matériaux cliniques très riches pour accompagner les familles. Donc merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes auraient envie de réagir? On a des micros, on peut circuler avec Baptiste. Il faut lever la main parce qu'avec le masque, c'est compliqué.
Allez, la plus dure, c'est la première question, en général. Après ça va tout seul. Bon, bah j'y vais alors. Ouais, bah, j'en aurai 12, hein, avec des interventions de cette qualité, forcément. J'ai l'embarras du choix. Là, je vais peut-être alors aller plus sur une question qui rejoint celle que nous adressent les parents sur les permanences, avec cette question de l'autorité que les parents n'arrivent plus, on va dire, à appliquer. Les enfants sont pris dans la famille, ils sont plus sous l'emprise. Bah, du coup, c'est vachement plus compliqué de les faire obéir, ça c'est clair. Est-ce que c'est pas aussi une de ces conséquences du passage de la famille, entre guillemets, de la toute-puissance patriarcale à quelque chose de plus horizontal, qui fait que finalement, il n'y a plus une parole qui a plus de valeur que l'autre. Et ce faisant, on est en train de perdre cette autorité de cet ancien modèle, on va dire, patriarcal. Enfin, on espère qu'on va l'éliminer le plus vite possible. Mais alors, est-ce que du coup, il ne faut pas réinventer complètement la notion d'autorité et puis lui donner d'autres bases Je ne sais pas lesquelles, hein, mais... Non, mais tout à fait, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, moi, j'entends beaucoup de nostalgie du modèle patriarcal quand même dans les familles, beaucoup. Ah, à l'époque, mon grand-père, eh ben, il suffisait qu'il fronce les sourcils et je peux vous dire, on filait droit. Hein, il n'était pas question de... ou des mères qui disent bah, c'est toujours à moi de donner des ordres. Vraiment, mon mari, il est là pour jouer, mais c'est moi qui dois faire l'autorité. Sous-entendu, c'est pas à moi de le faire. Normalement, ça sera à lui d'occuper cette place-là. C'est-à-dire, il y a effectivement une nostalgie de l'Ancien Régime, c'est-à-dire quelque chose, encore une fois, de transcendant, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait d'ailleurs, qui viendrait de plus haut et qui permettrait de mettre de l'ordre dans les familles. Mais justement, l'autorité aujourd'hui, elle est, à mon sens, plus riche et plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur une relation. C'est-à-dire qu'elle repose sur... Elle n'est plus incarnée par une personne, mais elle repose sur un lien. Un lien entre deux parents, que ce soit un homme et une femme, deux hommes, deux femmes. Et donc, il faut pouvoir se concerter, s'accorder, se différencier en permanence à l'intérieur du couple, et je dirais au-delà des rôles traditionnels de l'autorité paternelle et du câlin maternel, on va dire, pour dire les choses en résumé. Ça veut dire qu'il faut... Vous savez, le plus important pour un enfant, c'est d'entrer dans les relations triangulaires. Alors si on reprend les choses au départ, le bébé, il est dans la relation fusionnelle avec traditionnellement la maman, de plus en plus le papa aussi, avec qui il est de plus en plus dans cette relation fusionnelle. Et la relation fusionnelle, c'est quand il n'y a pas de tiers, c'est-à-dire quand personne n'intervient autour de ce bonheur et de cette félicité parent-enfant. On est collés l'un contre l'autre et on est très heureux et on se fait beaucoup de bien et on aimerait que ça dure pour l'éternité. Comme ça ne dure pas pour l'éternité, il y a besoin de tiers pour pouvoir décoller cette dyade. Alors traditionnellement, et tel que la psychanalyse a été inventée, la dyade, c'est la mère et l'enfant, et le père, justement, c'est le pater familias, avec son grand glaive phallus qui vient trancher la relation délétère entre la mère et l'enfant, et séparer la mère et l'enfant, et le faire accéder au monde du savoir, des symboles, de la culture et du langage. Mais les choses sont justement beaucoup plus complexes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu à chacun à tour de rôle de pouvoir intervenir comme tiers et d'aider à ce que l'enfant et le parent se décollent l'un de l'autre. Le défaut d'autorité, pour moi, c'est quand un parent est trop collé avec l'enfant et n'arrive pas à se décoller. Et donc, ça veut dire que ce que ressent l'enfant en termes de frustration, en termes même parfois de tristesse, en termes de je ne peux pas avoir tout ce que je veux quand je veux, on ne me comble pas assez, enfin bon, tout ce que peut ressentir légitimement un enfant, est ressenti par l'autre parent qui se met à vibrer avec lui là-dessus. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour les séparer à ce moment-là et pour dire oh, il y a un moment où il faut mettre des limites,
des limites, c'est surtout la limite à l'intérieur de la relation, c'est-à-dire intervenir comme séparateur, ben à ce moment-là, ça ne marche plus. Mais encore une fois, c'est plus comme ça l'était autrefois, à la mère d'être collée et au père de séparer. C'est vraiment un jeu de plus en plus entre ces trois protagonistes. Mais l'enfant a besoin de sortir de la fusion, c'est-à-dire rentrer dans la triangulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans à la fois une relation différenciée entre deux adultes, ce qui peuvent être deux hommes et deux femmes, hein, rentrer en relation différenciée avec deux adultes, et en même temps pouvoir se retirer de la relation et être ce que j'appelle observateur, c'est-à-dire regarder la façon dont les deux autres protagonistes sont en relation l'un avec l'autre. Et là, il y a des études sur le nourrisson, aujourd'hui, qui sont extrêmement édifiantes, parce qu'on voit que très très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on imagine, l'enfant perçoit ce qui se joue entre les deux protagonistes qui sont autour de lui. Et que, à ce moment-là, il apprend ce que c'est que le lien. Si le lien entre ces deux parents est un lien justement de soutien, de confiance mutuelle, où ils peuvent échanger et s'appuyer l'un sur l'autre par rapport à l'enfant, il le perçoit. Si c'est un lien de symétrie, de rivalité, de tu ne m'aides pas, tu es incapable de faire ci, je fais ça mieux que toi, etc., etc., il le perçoit aussi, et à ce moment-là, il apprend à tirer les ficelles de ça, pour sa propre jouissance, pour son propre plaisir. C'est-à-dire qu'il apprend effectivement à, encore une fois, s'approprier pour lui chacun de ses parents, à augmenter le conflit entre ses parents, d'un véritable cercle vicieux à ce moment-là, et plus le conflit augmente, moins les parents sont capables de se soutenir et de s'entraider, et ça finit en conflit de loyauté, effectivement, entre les deux parents. Donc, importance de la relation triangulaire. Alors, ça ne veut pas dire que une famille monoparentale, une mère seule, disons, puisque c'est quand même, une famille monoparentale, c'est 90% des familles, monoparentale, je veux dire, oui, une mère seule, etc., c'est 90% des familles, ça ne veut pas dire que cette mère seule, elle ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire qu'il faut, et les mères seules, elles apprennent à trianguler, c'est-à-dire elles triangulent avec un conjoint, une copine, leur boulot, leurs investissements extérieurs, mais elles apprennent à se décoller de l'enfant pour ne pas être pris dans cette relation de comblement fusionnel réciproque. Parfois, elles n'y arrivent pas et c'est plus compliqué, mais parfois, même quand les parents sont ensemble, un des deux parents n'arrive pas non plus à en décoller malgré la présence de l'autre parent. Merci. D'autres questions? C'est bon, vous entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je rebondis, je suis assistante maternelle et puis je voulais évoquer avec vous, je ne sais pas si c'est par rapport à l'évolution un petit peu de la famille là aujourd'hui, mais je trouve que les... Alors moi, j'ai pas eu j'ai eu que des couples en fait. Je travaille, j'ai eu que des couples pour l'instant, et je trouve qu'arrivé au moment de la confrontation limite, je trouve que les parents sont de plus en plus déroutés sur ce qu'ils peuvent se permettre ou pas, et des choses qui deviennent même des fois d'un point de vue sécurité, voilà, des règles simples qui moi me paraissent un petit peu innées pour leur positionnement d'adulte et d'enfant tout simplement. Je les vois dans des grandes difficultés. Et je vous donne une petite anecdote, une petite comme ça que j'avais à la maison de 18 mois. Et en fait, la maman m'expliquait qu'à la maison, elle lui disait, si elle n'accepte pas de faire quelque chose, ou de tenir une règle, elle pouvait lui dire, écoute, je te mets face à tes responsabilités. Voilà, tu vas aller dehors pieds nus, tu vas être malade. Et voilà. Et c'est vrai que c'est des choses qui... je sens ça, cette fragilité de pouvoir se positionner d'une façon pour moi un peu claire d'adulte à enfant.
Et je ne sais pas si ça vient de... Je trouve qu'il y a des choses très positives sur la communication avec les petits, sur les émotions, sur les nourrissons. Enfin, vraiment, on fait des avancées spectaculaires. Mais je sens tellement de parents dans cette détresse-là, là, autour des 18 mois, 2 ans. Et c'est vraiment, je trouve, quand on en parle avec des collègues, quelque chose de très général. Et qu'il y ait conflit ou pas, enfin, dans le couple. Et dans ce cas-là, je trouve que souvent, ils ont du mal à trouver une ressource l'un auprès de l'autre. Alors souvent, on me demande des conseils, mais ça ne sert pas à grand-chose, je trouve, des fois. Enfin, Ça peut. ça peut, voilà. Mais je me rends compte qu'en plus, les enfants s'adaptent très bien au milieu où ils sont. Donc, ce qui va faire bien marcher, on va dire, j'aime pas cette expression, mais voilà, chez une assistante maternelle, ne va pas être efficient forcément à la maison. Voilà mes petites interrogations, si je peux ramener ça. Non, mais vous avez tout à fait raison. Hein. On est arrivé de plus en plus dans cette espèce d'émergence de l'individu contemporain qui se choisit, qui choisit son destin, qui choisit ses appartenances, qui choisit sa vie, qui choisit tout, je sais pas, ses croyances, sa religion. On est de plus en plus arrivé, effectivement, à cette vision d'un individu qui se crée lui-même, qui s'auto-engendre d'une certaine façon, qui devient tout-puissant. Et c'est vrai que on est très pris, et c'est une bonne chose, par la question que l'enfant ne soit pas trop contraint, c'est-à-dire qu'il puisse s'émanciper et trouver lui-même, devenir lui-même ce qu'il est, hein, bien évidemment. Mais il y a un moment où on perd un peu la raison avec ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'on perd de vue ce qui est... c'est-à-dire le fait qu'il y a quand même des stades d'évolution chez un enfant, voilà, et que l'épanouissement d'un adolescent, c'est pas la même chose qu'un épanouissement d'un enfant de 3 ans. Et il y a des règles à rappeler, hein, mais je crois qu'on est là pour ça, justement, parce que les parents, effectivement, ils sont tellement obsédés par cette idée que, je sais pas, que l'enfant recèlerait en lui une espèce de vérité, de véritable nature, de véritable être, et qu'il ne faut pas trop contraindre ça au risque de l'amocher, quoi, au risque de l'empêcher de s'épanouir, de devenir qui il est réellement, que ça crée un véritable évitement, en fait. Un véritable évitement de ce qu'est le rôle de parent et de ce qu'est l'autorité. C'est-à-dire, l'autorité est de plus en plus vécue comme une espèce de contrainte et de moins en moins pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une protection. L'autorité, c'est avant tout un système de protection, c'est-à-dire c'est avant tout le fait de dire on n'est pas de la même génération. C'est-à-dire c'est de se sentir protégé par la succession des générations. C'est juste marquer ça. On ne part pas de la même place. Et ça, les parents l'oublient parce qu'en plus, l'enfant est tellement désiré aujourd'hui, on y a tellement pensé. Enfin bon, c'est une chose tellement importante. Les enfants, ils viennent plus comme ça, comme autrefois. Donc il y a tout un projet autour de cet enfant. Il y a tout un tas de projections autour de cet enfant, et il est donc très idéalisé. Et effectivement, le risque d'enfant est là, mais il faut les aider. Hein, on ne faut pas hésiter à leur montrer ça. C'est-à-dire, dites aux parents, attendez, si votre enfant prend un couteau et commence à l'approcher de sa main, vous allez le laisser faire ou vous allez l'arrêter? S'il met ses doigts dans la prise, vous allez le laisser faire ou vous allez l'arrêter? Et là, vous l'arrêtez. Alors, s'il sort pieds nus, c'est pareil. Vous l'arrêtez. C'est votre rôle. Voilà, merci beaucoup pour cette très belle intervention. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui est un petit peu la fusion des places qui existe entre les parents et ce que moi j'appelle cette la fonction maternelle, on pourrait dire.
Où là, l'enfant, finalement, est pris dans... On veut, vous dites, un projet pour lui, on veut qu'il puisse s'épanouir selon ses propres désirs, mais toujours pris aussi dans cette emprise, finalement, l'emprise de notre désir. Et je trouve que ça crée quand même toujours, aujourd'hui, une grande difficulté, là où l'enfant, d'autrefois, suivait une lignée souvent destinée à lui. Comment, aujourd'hui, il peut écrire sa partition, pris dans un désir qu'il réalise ses propres désirs, mais toujours selon le prisme parental. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Non, j'entends ce que... Mais la question, ça serait... Enfin, j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais la question, c'est... C'est une question avec plusieurs points d'interrogation. Non, c'est comment l'enfant aujourd'hui s'extrait du désir, de l'emprise, du désir parental, dans un monde justement individualiste où il doit s'écrire lui-même, tout en étant pris par un déterminisme inconscient, des répétitions, finalement où il se croit être l'acteur de sa vie et finalement revient toujours à quelque chose d'un identique familial. Bah oui, mais ça... soit il s'allonge sur un divan pendant 20 ans pour essayer de faire la part des choses, soit il bricole, mais on en est tous là. Hein. Comment est-ce qu'on bricole avec ça? Parce que le fait d'être libre est un mythe. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre. Mais ça, justement, la question de notre liberté, c'est de pouvoir reconnaître quelles sont nos appartenances, quelles sont nos dettes, quelles sont nos transmissions, celles qu'on accepte et celles qu'on rejette, celles qu'on va travailler et celles qui vont nous porter, celles qui nous contraignent et celles qui, au contraire, nous permettent d'aller en avant. C'est tout le sens de notre existence et c'est au fond tout ce que la psychanalyse a apporté, c'est-à-dire c'est de montrer que certes on s'émancipe et on s'émancipe des cartons et des carcans et des injonctions et des emprises et tu seras ceci etc. Mais que cette émancipation, elle a des limites. Mais vendue par un discours du développement personnel et de l'homme, on va dire, plus, dans ce monde. Voilà. Oui. En tout cas, merci pour votre réponse. mais c'est des choses qui sont très, très, très complexes. C'est-à-dire, vous avez peut-être vu, alors je passe à mon dada actuel qui sont sur les questions de genre, mais vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle Petite fille, parce que beaucoup de gens l'ont vu. Et c'est un film qui a provoqué beaucoup de questionnements et beaucoup de malaise. C'est-à-dire, vous avez un petit garçon qui a 8 ans et qui veut être une fille. Et qui dit, moi, ma nature, c'est d'être une fille, et qui veut aller à l'école avec des jupes et se mettre du vernis à ongles et des rubans dans les cheveux, etc. Et vous voyez que ça pose plein de questions. C'est-à-dire, jusqu'à quel point ce désir est son désir. Et là, en plus, dans le film, on voit une maman qui dit « je voulais avoir une fille, j'ai pas eu une fille, etc. », qui l'accompagne chez des psychiatres. Enfin bon, on voit quelque chose d'un peu lourd autour de cet enfant. Mais pourtant, on ne peut pas non plus ne pas penser que si le désir de cet enfant, c'est de mettre des robes et des rubans dans les cheveux, pourquoi est-ce que l'on empêcherait? Pourquoi est-ce que l'on empêcherait? C'est-à-dire, s'il se sent plus épanoui et plus heureux, en se faisant prénommer d'un prénom de fille, et qu'est-ce qui fait qu'on le contraindrait à rentrer dans un rôle qui serait le rôle d'un garçon plus traditionnel, disons, et qui là est aussi autour de la question de la contrainte des stéréotypes, on pourrait dire. C'est des chantiers, c'est des questions ouvertes. C'est-à-dire que pour moi, ce petit garçon, petite fille, ma tâche, c'est pas lui dire non, non, tu es totalement dingue, tu es un garçon, donc tu mets pas de robe, ni lui dire c'est formidable, etc. C'est de lui laisser la possibilité de jouer, c'est lui laisser la possibilité de chercher, c'est lui laisser la possibilité de choisir et de mesurer entre petit à petit,
entre peut-être quelque chose qui lui vient de sa mère, j'en sais rien, quelque chose qui lui vient d'où d'ailleurs, de quelles identifications, lui laisser petit à petit la possibilité de choisir un être, une voix, une identité. Mais notre rôle à nous, il est là. Hein. Il n'est pas de donner des pistes, il n'est pas de conseiller, mais il est de permettre de désintriquer tous les fils dans lesquels on est pris, on est ficelé. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à expliquer un peu. Moi, je suis d'une génération où j'ai été éduquée, élevée dans la religion catholique. Je suis profondément laïque et j'ai élevé mes enfants dans la laïcité. Ceci dit, ça me questionne par rapport à la structure familiale sur la question qui est une question qui traverse, je crois qu'on peut peut-être dire un peu l'ensemble des peuples du monde, sur la question du rite, sur la question de nouvellement, en fait, cette absence de rite qui avait pour fonction, d'une part, de baliser un peu le terrain, mais aussi de faire réfléchir, de travailler sur la réflexion et sur des réflexions qui étaient plutôt ouvertes sur les autres que ouvertes sur soi. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, même si, voilà, pour plein de raisons, c'était finalement pas très adapté. Moi, vraiment, la question que j'ai aujourd'hui, je veux dire pour mes enfants et petits-enfants, c'est comment remettre quelque chose en place qui soit acceptable, mais qui permette ces élaborations et qui permettent aussi, parce que dans tout ce qu'on dit là, moi, et vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, je questionne la question de l'économie psychique. C'est-à-dire que quand même, dans cette société patriarcale que je ne souhaite pas, il y avait quand même une vraie économie psychique que l'on a vraiment perdue. Et je ne sais pas, on l'a perdue aujourd'hui, mais dans 50 ans, ce sera peut-être encore... je ne sais pas comment on va se débrouiller avec ça, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est épuisant de tout le temps se poser la question. Or, les structurations qui sont celles de ma génération, hein, probablement de la vôtre aussi, étaient beaucoup plus... on se posait tellement moins de questions qu'en même temps, on pouvait se tourner vers l'extérieur. Enfin, voilà, d'une certaine manière. Même si je ne la regrette pas, cette société, loin de là. Voilà, je sais pas. La question des rites, moi, elle m'interroge et j'observe qu'on ne trouve pas. Moi, je n'ai pas trouvé pour mes enfants. Hein, voilà. Non, c'est une question très, très intéressante. Je vous remercie de la poser. C'est très intéressant, cette question des rites et des rituels, parce qu'il est clair que ce qui permet à un groupe de se sentir un groupe, c'est de partager des rituels. C'est-à-dire, c'est tout ce mode d'organisation qui n'a plus besoin d'être dit, mais qui permet de se sentir relié autour d'une tâche commune. Pascal disait que croire, c'était s'agenouiller et s'asperger d'eau bénite, que la croyance c'était ça, c'est-à-dire c'est répéter ce rituel et que c'est ça qui constituait en soi la croyance. Mais il n'y a pas que des rituels religieux, il y a quand même des rituels païens, il y a des rituels laïques. Il y en a beaucoup, c'est quand même à nous de les inventer. Les rituels familiaux, ils n'ont pas besoin de la religion pour exister. Ils sont très importants dans les familles, les repas de famille, ce qu'on fait le dimanche par rapport aux autres jours, la façon dont est structurée la vie familiale. Oui, c'est pas centré sur soi, enfin ça peut être centré sur, mais c'est centré sur le groupe en tant que tel. Et comme je vous disais tout à l'heure, le groupe dépasse la somme des individus qu'il compose, c'est-à-dire c'est ce qui permet de faire groupe et de sentir cette appartenance de groupe. Mon groupe de naufragés là, dans l'île déserte, au bout d'un moment, ils vont inventer des rituels pour pouvoir
rester ensemble et pour pouvoir se structurer. Sinon, ils ne vont pas faire groupe. Et c'est ces rituels qui vont leur donner ce sentiment d'appartenance au groupe. Moi, je suis sûr que dans votre famille, il y a des tas de rituels dont peut-être que vous ne vous représentez pas comme des rituels, mais qui sont des rituels d'appartenance. C'est-à-dire qui permettent de se sentir inclus à l'intérieur du groupe, parce que sans avoir besoin d'échanger dessus, sans avoir besoin de se le dire, sans avoir besoin de les préparer. Oui, on est bien d'accord. Le rituel dans le pire, c'est pas si simple non plus. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut, s'il n'y a plus que ça, et qu'il n'y a pas, enfin bon, voilà, bon après, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, enfin, je vais tout à fait dans votre sens pour dire qu'il y a besoin de ritualiser les choses dans les familles, et que souvent ça manque de rituel. Mais ce qui va à l'encontre du rituel, c'est justement l'excès d'individualité. C'est-à-dire, le pire pour moi, c'est la famille où chacun rentre et va se servir une pizza dans le réfrigérateur et va dans sa chambre devant Internet ou la télé, et qu'il n'y a pas de repas partagé, il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas c'est-à-dire où c'est vraiment chacun pour soi. Ça c'est une dérive évidente de la famille contemporaine. Ah, mais ça, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'être heureux. Il n'y a pas besoin d'être heureux. On peut être malheureux ensemble. Mais l'essentiel, c'est d'être ensemble. Non, mais ça, j'insiste là-dessus. Hein. Ben oui. Non, l'histoire d'être heureux, ça, c'est en plus, c'est la cerise sur le gâteau si on est heureux. Mais la question, c'est l'appartenance. C'est-à-dire, c'est de sentir que le groupe nous dépasse et que c'est ce groupe qui nous donne une identité. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Moi, par rapport à cette question du rite, ce que je peux constater autour de moi et dans mon travail, c'est que par rapport au fait de se tourner vers l'extérieur, je me lève parce que j'aime pas ne pas voir. Par rapport au fait de se tourner vers l'extérieur, j'ai souvent observé que dans les familles dans lesquelles les rites étaient, alors pas forcément hyper nombreux, etc., mais en tout cas, les rites qui permettaient plus de coopération et de communication dans la famille, même petite, enfin voilà, autorisaient bien davantage les enfants, plus tard, à se tourner vers l'extérieur sans le percevoir comme un danger. Alors qu'ils n'étaient pas forcément dans 10 000 associations ou communautés, voilà. Mais en fait, le fait d'être sécurisé à l'intérieur les autorisait ensuite à aller vers l'extérieur. Et sans forcément multiplier les rites, mais effectivement avec des habitudes de communication, d'implication de l'enfant, de quelque chose avec une autorité bien sûr sécurisante, un cadre pas du coup qui repose sur la crainte, mais plus sur la sécurité. Et en tout cas, moi, à chaque fois, j'ai vraiment vérifié que ça permettait aux enfants d'aller ensuite plus loin. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour cette bonne raison que le rite permet l'appartenance, et une appartenance sécure. Donc c'est une appartenance sécure à un groupe. Et à partir du moment où le groupe n'est pas vécu comme un danger par rapport à son individualité, mais au contraire comme un support de cette individualité, comme quelque chose qui permet à l'individualité de s'épanouir, et bien à ce moment-là, on peut aller dans d'autres groupes, dans d'autres lieux, en n'étant pas en danger, et au contraire, en sentant que le lien à l'autre et le lien social, ça nous est consubstantiel. C'est-à-dire que cette idée qu'on pourrait être indépendant et autonome est une idée folle. Ce qui nous constitue, ce sont les liens. Les liens que, encore une fois, j'ai différenciés en deux types de liens, c'est-à-dire à la fois les relations, c'est-à-dire être reliés, s'embrasser, se serrer la main, se parler, s'engueuler, etc. Et en même temps les liens, c'est-à-dire quelque chose qui est intériorisé et qui nous relie justement à ce groupe et à cette histoire. Et les rituels, ça conjugue les deux. Parce que le rituel met en relation
les uns avec les autres autour du rituel, où chacun a sa place, chacun a son rôle, etc. Surtout dans les rituels religieux, enfin, on voit bien comment ça se structure. Et en même temps, donc, mais en relation, et en même temps, mais en lien avec quelque chose qui nous dépasse, et qui est une tradition, qui est une histoire, qui est une culture, qui sont des valeurs, enfin bon. Et encore une fois, pas forcément religieuses. Bonsoir. Alors moi j'avais une remarque, enfin je voudrais aller vers un aspect un peu plus positif, et je trouve que ça manque un peu beaucoup avec toute l'émergence des nouvelles familles. Je trouve que dans la génération de notre génération, la génération de nos parents, il y avait beaucoup ce que vous évoquiez tout à l'heure, les secrets de famille, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses finalement très traumatisantes pour les enfants et les futurs adultes. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec les familles monoparentales, les familles homoparentales, il y a beaucoup de choses qui sont finalement dites, qui sont les gens réfléchissent plus à leur responsabilité, à leur parentalité, les gens se font plus accompagner. Et finalement, dans des familles, monoparentales, on a souvent 2 parents plus épanouis que 2 parents qui sont en conflit permanent et qui créent des difficultés pour les enfants. Et moi, je trouve qu'on a beaucoup d'enfants qui sont... Ça apporte de la richesse, que ça apporte des enfants épanouis, et que... je termine. Et voilà, et que c'est peut-être un peu l'avenir aussi de notre société, et que c'est pas simplement une inquiétude, que c'est une richesse que nos enfants, quand ils seront adultes, auront, que nous, on n'avait pas forcément. Voilà. Je trouve que ce serait bien que je sais pas comment... Enfin, que ce soit un message qui soit plus fort, on va dire, dans les débats actuels, dans les médias, etc. Parce qu'on entend beaucoup plus de messages négatifs, je trouve, que de messages positifs sur l'émergence des nouvelles familles. Oui, enfin, j'espère que vous n'avez pas entendu ça dans ce que j'ai dit, parce que c'est le contraire de ce que je... Mais je ne dirais pas que c'est mieux, ni que c'est moins bien. Je dirais que c'est autre chose, et qu'il y a d'autres problèmes, comme d'autres bonheurs qui peuvent surgir. Il est clair que, par exemple, si on prend une famille recomposée, vous avez un petit garçon qui a 8 ans. Dans une famille, il a 2 grands frères, et dans l'autre famille, il a une petite sœur. Il est clair que si tout fonctionne bien, c'est une richesse. C'est une richesse parce qu'il expérimente des choses différentes. Il expérimente qu'est-ce que c'est qu'être un grand frère et de protéger une petite sœur, qu'est-ce que c'est qu'être un petit frère et être emmerdé par les grands frères et que chacun trouve sa place, etc., etc. Donc ça lui donne plus de souplesse relationnelle que quand il est dans une seule famille. Mais d'un autre côté, ça peut aussi devenir un problème s'il y a conflit et autres. Donc, encore une fois, la question de ces situations, c'est pas dire qu'elles sont mieux ou moins bien, mais comment les choses peuvent s'aménager dans toutes ces situations. Il est clair que la famille traditionnelle, enfin la famille Gevoux de Gide ou la famille des Atrides en Grèce, c'était pas le bonheur, et que Freud a inventé la psychanalyse justement pour montrer trop de contraintes de cette famille traditionnelle. Moi, j'ai beaucoup défendu les familles homoparentales jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Pas seulement autour d'une vision comme ça, je sais pas, idéale des égalités de genre et de sexualité, mais aussi parce que j'ai commencé
avoir effectivement beaucoup de familles homoparentales autour de moi, dans mon cabinet, et que effectivement j'ai vu ça, ce que vous dites, c'est-à-dire un effort encore plus grand de transmission, d'éclaircissement des relations, de mise à plat des conflits. Et d'ailleurs, quand on lit la littérature internationale sur la question de l'homoparentalité, eh ben, finalement, on voit que les enfants dans ces familles, ils ont des scores meilleurs que les enfants dans les autres familles, justement parce qu'il y a un effort qui est fait vis-à-vis d'eux pour leur expliquer le monde, et donc ils ont quelque chose de beaucoup plus ouvert en fait sur le monde et sur la curiosité. Enfin, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des familles homoparentales où c'est l'horreur, j'en ai vu aussi. Donc encore une fois, et c'est pour ça, c'était un petit peu le sens de mon exposé, c'était justement dire que ce qui fait famille, finalement, ça peut avoir avec la structure même de la famille et si elle est nouveau style ou ancien style. C'est vraiment à un autre niveau que les choses se jouent. Moi, je vais avoir une question très concrète. C'était quels peuvent être les outils quand on est en relation avec un enfant ou un ado qui est un peu pris justement dans ces conflits de loyauté, dans ces liens, les liens qui font mal, les liens voilà, où on ne sait pas où se positionner, voilà, en tant qu'adulte. Quels sont les outils concrets pour aider en fait un ado ou un enfant que l'on sent pris dans les conflits de loyauté? Voilà. Bah, ça dépend quelle place on a vis-à-vis de cet enfant. Si on fait partie, si on est de sa famille, si on est son parent, si on est un intervenant extérieur. Évidemment, c'est pas la même chose. Mais un conflit de loyauté, ça s'explique à un enfant. On peut dire à un enfant qu'il est coupé en deux et qu'il a deux parties à l'intérieur de lui. Une partie qui veut ceci ou qui souhaite ceci, une partie qui veut cela et qui souhaite cela. Et que ces deux parties se bagarrent l'une avec l'autre. On peut jouer avec lui, on peut lui faire jouer une partie, et puis l'autre partie, et puis on peut lui faire jouer la bagarre entre les deux parties, par exemple. Je dis ça, ce qui me passe par la tête, mais c'est-à-dire il y a des façon d'aider un enfant à se représenter ça. C'est-à-dire, il sait ce que c'est qu'un conflit. Il sait ce que c'est que se bagarrer dans la cour de l'école et puis pas être d'accord avec son copain. Donc, il faut lui resituer ce conflit, non pas entre lui et un autre, mais entre lui et lui. C'est-à-dire, peut-être qu'il puisse se représenter un petit peu mieux jusqu'à quel point il est coupé en deux et qu'il est pris dans ses propres contradictions. Alone in the blizzard, waiting for the man. A sort of calypso dances in my hand. My mind's kinda singing and my body's numb. I wish that my time would come. I just wanna live there in this dreamy place. I'm young and I'm proud, and for me life is a game. It's a fantastic time for the American state. On s'arrête là du coup pour ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, après on peut échanger de façon un peu plus informelle autour de notre stand, aller voir Monsieur Eiffez. Il dort sur Vannes, donc on a encore quelques heures devant nous. Merci pour votre attention. Et puis, du coup, comme on a bien consigné vos adresses mail, on vous tiendra informé des actualités de l'association et des prochaines conférences. Et au plaisir de vous retrouver à chaque fois plus nombreux. Merci pour votre confiance. Et encore merci, Monsieur Eiffez. Merci à vous. Merci. I get one for you someday, for a man is a man. He needs a medicine man to help him being a man. My medicine man, alone in the blizzard.
blizzard, waiting for a man. My calypso's dance to another land. My mind's kinda singing and my body's numb. I wish that my time would come. I won't die here, no I surely won't. I'm too young for being just a mourning corpse. It's a fantastic time for the American states. I get one for you someday, for a man is a man. He needs a medicine man to help him being a man. My medicine man. Alone in the morning, don't feel the pain. Dancing with calypso under the rain. My body's still, my body's lame. My man didn't come and relieve my pain. And near my body, newspaper says it's a fantastic time for the American states. Alone in the blizzard, waiting for the man. A sort of calypso dances in my hand. For a man is a man, he is a medicine man. He helps me being a man. My medicine man, he helps me being a man. My medicine man helps me being a man. A medicine man.